Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant dans le cadre de la prépa ISP en droit pénal et en procédure pénale. Je suis par ailleurs magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de cette vidéo est de dresser des grandes lignes de correction du sujet qui a été donné dans le cadre de l'épreuve de droit pénal pour le concours externe d'accès à la fonction d'officier de police, et ce, au titre de l'année 2021. Le sujet qui est tombé dans le cadre de ce concours 2021 est le suivant: la pluralité d'auteurs, bande, groupe, groupement, association, etc. Ce sujet, qui est somme toute un sujet très classique en droit pénal, ce sujet ne devait surtout pas être pris comme étant un sujet de récitation. La dissertation, dans le cadre du concours d'accès à la fonction d'officier de police, la dissertation n'est pas une récitation de cours. Il ne s'agit pas de dresser un topo sur la notion de pluralité d'auteurs, comme il ne s'agissait évidemment pas ici de rédiger une dissertation qui aurait consisté en évoquant de manière compartimentée les différentes notions énumérées dans l'intitulé, c'est-à-dire la bande, le groupe, le groupement, l'association. Non, bien au contraire, le fait que l'on ait une énumération qui n'est pas limitative, comme le montre l'emploi du etc. Le fait qu'on n'ait pas une énumération limitative montre bien qu'il s'agit simplement d'exemples qui sont destinés à guider votre réflexion qui doit porter sur la pluralité d'auteurs. Et comme je le disais à l'instant, l'objet d'une telle dissertation n'est absolument pas de réciter son cours et de faire, par exemple, dans un grand 1, la notion de coaction, et dans un grand 2, la notion de complicité. Non, dans une telle démarche, il n'y a absolument aucune réflexion, il s'agit simplement de réciter son cours, et ce n'est pas ce que l'on attend de vous. Ce que l'on attend de vous, c'est une démarche problématisée, qui montre que vous avez une hauteur de vue sur la matière pénale, hauteur de vue qui vous fait percevoir que la matière pénale est systématiquement en tension, et systématiquement obligée d'opérer une conciliation, la recherche d'un équilibre entre la protection de l'ordre public, qui est évidemment en cause s'agissant d'une pluralité d'auteurs, parce que lorsqu'une infraction est commise à plusieurs, eh bien on ressent instinctivement une dangerosité plus importante qu'une infraction commise par un individu isolé. Donc évidemment, la protection de l'ordre public est en cause, ce qui implique probablement une réponse pénale plus sévère qu'à l'accoutumée. Pour autant, cette protection de l'ordre public ne doit pas se faire sans garde-fou, sans prise en compte des principes directeurs propres à la matière pénale, et pour ce qui nous concerne ici, s'agissant de la pluralité d'auteurs, il fallait faire la démarche consistant à remonter notre sujet vers les principes directeurs et se poser la question de savoir quels sont les principes directeurs en cause. Et bien ici, ça ne pose pas de sérieuses difficultés d'identification. La pluralité d'auteurs, ça renvoie évidemment au principe de personnalité de la responsabilité pénale, qui, je vous le rappelle, est un principe essentiel, principe à valeur constitutionnelle, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 16 juin 1999. Et puis c'est un principe également à valeur conventionnelle, qui est déduit par la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 7 de la Convention européenne. Les juges de Strasbourg déduisent du principe de l'égalité le principe de personnalité de la responsabilité pénale. C'est un principe essentiel pour notre sujet parce que, bien entendu, la pluralité d'auteurs va poser la difficulté de l'identification du rôle de chacun des protagonistes et donc de la possibilité ou pas d'engager la responsabilité pénale de chacun de ces protagonistes.
Et puis, de manière encore plus fondamentale, au-delà du principe de personnalité, il fallait également percevoir que le sujet renvoyait au principe de nécessité et de proportionnalité, qui d'ailleurs sous-tendent le principe de personnalité de la responsabilité pénale, principe de nécessité et de proportionnalité qui implique un encadrement de la réponse pénale face à la pluralité d'auteurs, un encadrement afin de s'assurer que la réponse pénale ne soit pas disproportionnée, afin de s'assurer que la réponse pénale apportée à la pluralité est conforme à cette idée que la sanction pénale doit toujours être adéquate, doit toujours être décidée en corrélation avec non seulement les circonstances de commission de l'infraction, c'est-à-dire la gravité de l'infraction, mais aussi la personnalité de la personne mise en cause et sa situation sociale, familiale et matérielle. Donc il fallait nécessairement, comme nous vous l'avons enseigné à l'ISP, il fallait nécessairement avoir cette démarche problématisée et surtout ne pas entrer dans une démarche de récitation qui ne présente pas véritablement d'intérêt. Pour ce qui concerne l'introduction, eh bien, l'on pouvait penser à une citation latine en guise de phrase d'accroche, citation latine qui pourrait être celle-ci, peccata igitur suos teneant auctores, qui est un précepte issu du code justinien, peccata igitur suos teneant auctores, qui signifie, vous le voyez, les fautes lient leurs auteurs, c'est-à-dire leurs seuls auteurs. Déjà à l'époque romaine, déjà en droit romain, le principe de personnalité de la responsabilité était prévu. Il n'en demeure pas moins que ce principe de personnalité, qui constitue un principe directeur de la matière pénale, eh bien, ce principe de personnalité est susceptible d'être mis à mal lorsque l'infraction a été commise par une pluralité de protagonistes. Comme je le disais à l'instant, en effet, lorsqu'il est difficile d'identifier le rôle de chacun, eh bien, on va se trouver dans une situation que l'on pourrait qualifier d'inextricable, mais qu'il faut bien résoudre, une situation dans laquelle, faute de déterminer véritablement le rôle de chacun, on pourrait être tenté de mettre hors de cause l'ensemble des protagonistes, ou bien, inversement, on pourrait être tenté, dans un objectif de protection de l'ordre public, de condamner tout le monde, en ignorant en quelque sorte le principe de personnalité de la responsabilité pénale. On en arrive donc à la tension traditionnelle en droit pénal entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés, ce qui aboutit à une problématique posée de manière interrogative directe. Quelle réponse le droit pénal, confronté au groupe, apporte-t-il face à la nécessaire conciliation entre d'une part la protection de l'ordre public, qui laisse supposer une réponse pénale sévère en lien avec la dangerosité instinctivement ressentie en présence d'une criminalité ou d'une délinquance de groupe. Donc on a le premier plateau de la balance dans l'équilibre systématiquement recherché, le premier plateau de la balance qui est celui de la protection de l'ordre public, et puis on a le second plateau de la balance, d'autre part, la prise en compte des droits et libertés fondamentaux, en particulier du principe de personnalité de la responsabilité pénale, qui implique que nul ne saurait être pénalement responsable du fait d'autrui. Une problématique qui pose la conciliation, qui pose la nécessaire conciliation, et donc la question de savoir quelle réponse le droit pénal, à quelle réponse le droit pénal parvient-il? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut, comme je l'évoquais dans mes propos liminaires, il faut envisager deux temps. Il faut d'abord envisager la question de la détermination de la responsabilité pénale dans l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs. Quelle responsabilité pénale dans l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs? Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé véritablement qui peut voir engager sa responsabilité pénale, se pose la question de la réponse pénale apportée à ceux qui peuvent être déclarés coupables d'une infraction commise à plusieurs. Et là, évidemment, il faut
au-delà du principe de personnalité dont on aura essentiellement parlé dans la première partie, il faut dans la deuxième partie évoquer les principes de nécessité et de proportionnalité qui permettent d'assurer une répression efficace, mais qui permettent également de s'assurer que la répression cadre avec ce qui est attendu du droit pénal, c'est-à-dire une réponse pénale adaptée. Grand 1, donc, réponse pénale et pluralité d'auteurs, et puis grand 2, réponse pénale et pluralité d'auteurs. Grand 1, responsabilité pénale, pardon si j'ai fourché tout à l'instant. Grand 1, c'est la question de la responsabilité pénale et de la pluralité d'auteurs. Donc, la question essentiellement du respect du principe de personnalité. Et grand 2, c'est la question de la réponse pénale et de la pluralité d'auteurs. Grand 1, responsabilité pénale et pluralité d'auteurs. Il faut d'abord réserver des développements à la question de la responsabilité pénale de la pluralité en elle-même, pour ensuite évoquer la question de la responsabilité pénale des auteurs, c'est-à-dire des composantes de la pluralité. On va se poser d'abord la question de savoir, peut-on engager la responsabilité pénale du groupe, en quelque sorte, c'est ce que l'on désigne par pluralité, le groupe en lui-même, peut-il être inquiété pénalement? Et puis ensuite, l'on va évoquer la question de la responsabilité pénale des composantes du groupe, c'est-à-dire des individualités des auteurs. Pour ce qui concerne la responsabilité pénale de la pluralité, il faut distinguer deux situations. D'abord, l'hypothèse de la pluralité hors du droit. L'hypothèse de la pluralité hors du droit, c'est-à-dire l'hypothèse du groupe, du groupement d'individus informels qui n'a pas la personnalité juridique. Dans une telle situation, évidemment, on ne peut pas engager la responsabilité pénale de la pluralité, puisque dans cette situation, le groupement n'a pas la personnalité juridique. Et la question qui se pose alors est celle de savoir, va-t-on, en présence d'une infraction commise par un groupe, va-t-on pouvoir, parce que le groupe ne peut pas être inquiété pénalement faute de personnalité juridique, va-t-on pouvoir contourner en quelque sorte le groupe et aller engager la responsabilité pénale des individus qui composent le groupe du chef de cette infraction commise par le seul groupe, la seule pluralité. Sur ce point, il faut souligner que, évidemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative. Il n'est pas possible d'imputer aux individus qui composent le groupe l'infraction commise par le groupe lui-même. C'est la jurisprudence relative notamment au délit de discrimination commis par un conseil municipal, le conseil municipal d'une commune qui vote une mesure discriminatoire. Eh bien, on ne peut pas engager la responsabilité pénale du conseil municipal qui n'a pas la personnalité juridique, et il ne sera pas davantage possible d'imputer cette discrimination aux conseillers municipaux qui ont composé le conseil municipal au moment du vote de la mesure, tout simplement parce que ces conseillers municipaux n'ont pas commis l'infraction de discrimination. La discrimination est commise par le seul conseil municipal dans sa prise de décision, ce qui signifie en d'autres termes que, selon la chambre criminelle, il ne peut pas y avoir de responsabilité pénale collective. Je vous renvoie à ce propos à la lecture notamment d'un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 1999. Toujours pour ce qui concerne la responsabilité pénale de la pluralité, au-delà de la pluralité hors du droit, il fallait dire quelques mots de la pluralité saisie par le droit. La pluralité saisie par le droit, qu'est-ce que je désigne ici? C'est bien entendu l'hypothèse de la pluralité qui a un statut juridique, l'hypothèse du groupe qui a la personnalité juridique, donc l'hypothèse de la personne morale. C'est l'hypothèse de l'infraction commise par une pluralité d'auteurs dans le cadre d'une personne morale. Il faudra ici, tout simplement, rappeler que la personne morale qui est composée par ces différents auteurs, la personne morale, elle,
puisqu'elle dispose de la personnalité juridique, elle est susceptible d'engager sa responsabilité pénale à la suite de l'infraction commise par une pluralité d'auteurs dans ce cadre juridique spécifique qu'est la personne morale. Cette personne morale est susceptible de voir engager sa responsabilité pénale, mais là aussi, il faut assurer le respect du principe de personnalité de la responsabilité pénale, puisque conformément à l'article 121-2 du Code pénal, l'infraction commise par une pluralité d'auteurs dans le cadre d'une personne morale ne peut être imputée à cette personne morale que si elle a été commise par un organe ou un représentant qui exprime la volonté propre de la personne morale. Cela signifie que de simples préposés, de simples salariés qui ne sont pas titulaires d'un mandat de représentation ne peuvent pas engager la responsabilité pénale de la personne morale. Et puis, il faut en outre que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale, c'est-à-dire au nom de la personne morale dans le cadre de ses activités, faute de quoi le principe de personnalité de la responsabilité pénale ne serait pas respecté. La responsabilité pénale de la pluralité d'abord, la responsabilité pénale des auteurs ensuite, c'est-à-dire des individus qui composent la pluralité. Sur ce point, il faut adopter le raisonnement classique qui consiste toujours à aller du plus général au plus spécial et du plus simple au plus complexe. L'on va d'abord évoquer la situation la plus simple, qui est celle où l'on peut identifier le rôle respectif de chacun des auteurs ayant composé cette pluralité, ayant abouti à la commission d'une infraction. Ici, il va s'agir très simplement d'évoquer les notions de complicité et de coaction qui sont les notions qu'il convient de mettre en œuvre lorsque l'on sait qui a fait quoi. On appliquera la notion de coaction à ceux qui réunissent chacun sur leur tête les éléments constitutifs de l'infraction. On appliquera la qualification de complicité à ceux qui se greffent finalement sur l'action principale entreprise par les auteurs principaux. Et puis dans le deuxième temps de ce grand B, on va évoquer la situation qui pose difficulté, c'est-à-dire celle dans laquelle on ne sait pas véritablement qui a fait quoi, celle pour laquelle on sait qu'une infraction a été commise par une pluralité d'auteurs, mais on ne sait pas véritablement qui a fait quoi. Et alors, il faut faire référence à la fameuse jurisprudence dite de la scène unique de violence, pour ce qui concerne les infractions intentionnelles, à la jurisprudence également de la commune imprudence, pour ce qui concerne les infractions non intentionnelles, jurisprudence de la scène unique de violence et de la commune imprudence, qui affirme que dans une telle hypothèse, il est tout à fait légitime de condamner tout le monde en tant que co-auteur, dans l'hypothèse donc de la scène unique de violence ou de la commune imprudence. La Cour de cassation valide les décisions du juge du fond condamnant l'ensemble des protagonistes en tant que co-auteurs, même s'il n'est pas possible d'entrer dans le détail du rôle de chacun. Il y a en effet cette idée qu'à partir du moment où on était présent au moment de l'infraction, on a, ne serait-ce que de manière purement morale, au titre d'un simple encouragement moral, on a contribué à la réalisation de l'infraction commise par les véritables auteurs, et donc ceux qui n'ont peut-être pas commis l'infraction à proprement parler, même s'ils n'ont pas commis cette infraction à proprement parler, ils peuvent de toute manière être considérés comme complices. Or, on sait, le complice est puni comme auteur, de sorte que la jurisprudence de la scène unique de violence et de la commune imprudence permet finalement de pallier la difficulté qu'il y a à ne pas identifier précisément le rôle de chacun. C'est une jurisprudence en faveur de la protection de l'ordre public, mais c'est une jurisprudence qui, en même temps, n'est pas franchement une atteinte au principe de personnalité de la responsabilité pénale, parce que, encore une fois, si l'on avait pu entrer dans le détail du rôle de chacun, à côté des auteurs véritables de l'infraction, on aurait trouvé d'autres personnes qui, parce qu'elles étaient présentes sur les lieux, auraient pu être qualifiées complices. Or, nous savons que le complice est puni comme auteur.
Responsabilité pénale et pluralité d'auteur, autant de développements qui permettent de montrer finalement la prise en compte par le droit pénal du principe de personnalité de la responsabilité pénale. Et puis, au-delà du principe de personnalité, il faut s'interroger sur le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. C'est l'objet du grand 2, réponse pénale et pluralité d'auteur. Réponse pénale et pluralité d'auteur. Ce grand 2 va nous permettre d'évoquer à la fois le droit pénal de fond, mais aussi la procédure pénale. Dans un grand A, on peut traiter la réponse pénale matérielle à la pluralité d'auteur, la réponse pénale matérielle à la pluralité d'auteur, qui va être la démonstration d'une sévérité particulière du droit pénal de fond à la situation de pluralité d'auteur, de deux manières. D'abord parce qu'il existe des incriminations dédiées, qui sont évoquées dans l'intitulé même du sujet, l'association de malfaiteurs par exemple, ou la participation à une bande violente prévue par l'article 222-14-2 du Code pénal. Il y a là une sévérité dédiée à la pluralité d'auteur par l'existence d'incriminations spécifiques. Et puis, il y a des circonstances aggravantes qui sont également dédiées à la pluralité d'auteur. Il s'agit de la réunion et de la bande organisée. Tous ces développements du grand A ne doivent pas consister simplement à dire qu'il existe des incriminations dédiées et des circonstances aggravantes dédiées, mais il va aussi s'agir de montrer qu'il existe des garde-fous, tout particulièrement s'agissant de la notion de bande organisée, s'agissant de la circonstance aggravante de bande organisée qui peut porter la répression à un niveau très élevé. N'oubliez pas par exemple qu'en matière de vol, eh bien le vol commis en réunion est un vol aggravé certes, mais qui demeure un délit, conformément à l'article 311-4, tandis que le vol commis en bande organisée est un crime, conformément à l'article 311-9. Et donc logiquement, dans un objectif de prise en compte des principes de nécessité et de proportionnalité, la Cour de cassation a développé une jurisprudence au terme de laquelle elle est très exigeante s'agissant de la caractérisation de la bande organisée, puisque, conformément à sa jurisprudence, il s'agit pour l'essentiel de deux arrêts, un arrêt du 8 juillet 2015 et un arrêt du 20 juin 2018, 8 juillet 2015, 20 juin 2018, conformément donc à sa jurisprudence, pour qu'il y ait bande organisée, il faut non seulement qu'il y ait préméditation, c'est ce qui différencie la bande organisée de la réunion, il faut qu'il y ait préméditation, mais en plus de cela, il faut qu'il y ait une organisation structurée et durable. Il faut qu'il y ait une organisation structurée et durable. Une organisation structurée, cela signifie pour l'essentiel qu'il va falloir démontrer l'existence d'une hiérarchie à l'intérieur du groupe, une hiérarchie et une répartition des rôles. Et puis l'organisation durable, c'est l'idée que cette organisation structurée doit exister dans la perspective de la commission de plusieurs infractions. Si l'organisation structurée n'existe que pour commettre un seul fait, un seul braquage par exemple, eh bien il ne sera pas possible de retenir la bande organisée, sachant que ces éléments de définition sont cumulatifs et non pas alternatifs, donc si l'une de ces circonstances manque, il n'est pas possible de retenir la bande organisée. Cette jurisprudence de la Cour de cassation permet de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, permet de réserver la répression la plus sévère aux faits les plus graves, aux véritables comportements mafieux. Réponse pénale matérielle, réponse pénale procédurale ensuite à la pluralité d'auteur, grand B. La réponse pénale procédurale à la pluralité d'auteur, c'est, vous l'aurez compris ici, la référence à la procédure pénale dérogatoire applicable en matière de criminalité et de délinquance organisée. On va ici insister sur le caractère dérogatoire de cette procédure pénale, tel que prévu par les articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale, caractère dérogatoire qui est démonstratif d'une sévérité particulière de la procédure pénale à l'égard de la pluralité d'auteurs. Et là, vous pouvez prendre l'exemple, évidemment, de la garde à vue qui va pouvoir durer au-delà de 48 heures jusqu'à 96 heures, voire 144 heures en matière terroriste,
Vous pouvez prendre l'exemple des perquisitions qui vont pouvoir, en matière de criminalité et de délinquance organisée, avoir lieu la nuit, sous réserve, bien entendu, de la satisfaction de la garantie judiciaire et donc dans l'enquête de l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Et puis, toujours sur cette réponse pénale procédurale à la pluralité d'auteurs, montrer que cette sévérité de la procédure pénale n'est pas sans garde-fou, que l'on prend en compte les principes de nécessité et de proportionnalité, et vous pouvez en particulier ici évoquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui refuse que les infractions qui ne portent pas atteinte à la vie, à la dignité ou à la sécurité des personnes, ces infractions qui ne portent pas atteinte à la vie, à la dignité ou à la sécurité des personnes ne peuvent pas justifier le recours à une garde à vue de 96 heures au regard de la grave atteinte à la liberté d'aller et de venir que cette mesure entraîne. On estime qu'une telle mesure ne peut pas s'appliquer à des infractions qui, en elles-mêmes, ne portent pas atteinte à la vie, à la dignité, à la sécurité des personnes. Il s'agit notamment d'une décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014 relative à l'escroquerie commise en bande organisée qui ne peut pas justifier le recours à une garde à vue de 96 heures, ce qui a d'ailleurs par la suite été intégré par le législateur, puisque l'on trouve aujourd'hui dans le Code de procédure pénale un article 706-73-1 qui dresse une liste d'infractions pour lesquelles il n'est pas possible de recourir à la garde à vue de 96 heures, liste d'infractions au sein de laquelle on trouve l'escroquerie commise en bande organisée. Pour finir sur cette dissertation, eh bien, vous le voyez, l'idée générale, c'était de montrer que l'on parvient à un juste équilibre dans la protection de l'ordre public et dans la protection des droits et libertés, en particulier du principe de personnalité et des principes de nécessité et de proportionnalité. Dans la conclusion, on va synthétiser tout cela en une phrase, en expliquant que, au bout du compte, face à la pluralité d'auteurs, le droit pénal parvient à une réponse équilibrée. Et puis, la deuxième phrase et la toute dernière phrase de votre devoir, la deuxième phrase de la conclusion, pourra consister en une ouverture qui est généralement sur l'actualité, parce que le droit pénal et la procédure pénale regorgent d'actualité. J'ai pensé à la loi du 24 décembre 2020, la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, mais pas que. Cette loi du 24 décembre 2020 comprend un certain nombre de dispositions éparses qui concernent à la fois le droit pénal et la procédure pénale, notamment un article 30 qui étend le champ d'application de la circonstance de bande organisée, article 30 qui étend le champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée, notamment pour ce qui concerne les infractions de corruption. Il y a là une ultime démonstration de la sévérité particulière du droit pénal à l'égard de la pluralité d'auteurs. Voilà pour ces brefs éléments de correction relatifs au sujet de dissertation qui vous a été proposé donc dans le cadre du concours externe d'accès à la profession d'officier de police pour l'année 2021, ce sujet relatif à la pluralité d'auteurs. J'espère que ces quelques développements vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt dans le cadre de nos formations. Merci à vous, à bientôt.